Eh ben, sœur à grande marque, Nzela mon poussé à Moyo. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Soraya. Ici je parle des livres mais surtout de littérature africaine. Alors je commence aujourd'hui une série de vidéos où je vais parler des romans dans lesquels évoluent des personnages fictifs qui vivent une époque réelle et dramatique qui s'est vraiment déroulée en Afrique. Pour commencer, je vais vous emmener en République démocratique du Congo avec le roman Chaba II, les carnets de mère Marie Gertrude. Voilà. Petite fiche d'identité du roman. Chaba II, les carnets de mère Marie Gertrude est un roman de 152 pages publié en 1989 aux éditions Présence africaine. L'auteur c'est Valentin Yves Mudimbe qui est devenu Vumbioka Mudimbe lors de la campagne d'authenticité lancée par le président Mobutu. C'est un auteur congolais né en 1941 qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Il a écrit plusieurs œuvres, notamment des poèmes comme Déchirure, Entrailles, des essais tels que L'odeur du père et The Invention of Africa. Il a aussi écrit des romans, Entre les eaux, L'écart, Le bel immense, dont j'ai déjà parlé ici sur ma chaîne d'ailleurs, et Chaba II, dont je vais vous parler aujourd'hui. Petit résumé de l'histoire. Je ne peux pas vous lire le synopsis qui se trouve à l'arrière du roman parce qu'il spoil à un moment. Il raconte la fin en fait, voilà. Donc je ne vais pas vous lire le synopsis qui se trouve derrière, mais je vais vous donner un petit résumé de ce que moi j'ai compris du roman. Alors, ce roman, c'est l'histoire de Sœur Marie Gertrude. Sœur Marie Gertrude, c'est une franciscaine de Coloésie. Et ce roman est écrit sous forme de journal. Donc c'est le journal de Sœur Marie Gertrude qu'on lit. On suit comme ça son quotidien en tant que religieuse dans une communauté religieuse. Elle est infirmière, donc elle raconte ses doutes sur sa foi, sur son choix ou l'espoir qu'elle a en elle. Et lorsque la guerre éclate, on suit son quotidien pendant la guerre. Voilà en gros de quoi parle le roman. Alors, quelle est l'époque réelle pendant laquelle ce roman se déroule ? L'histoire de Sœur Marie Gertrude se déroule dans une époque plutôt dramatique, celle de la guerre de Chaba II, qui a vraiment eu lieu dans mon pays à l'époque du Zaïre, en 1978, sous le règne du président Mobutu. Alors la guerre de Chaba II, déjà il faut savoir que c'est une guerre par procuration. Une guerre par procuration, c'est une guerre où deux pouvoirs s'affrontent, mais l'un des pouvoirs soutient matériellement ou financièrement un groupe militaire qui se trouve en conflit direct sur le terrain. Et dans la guerre de Chaba II, l'Angola et le Cuba soutenaient des séparatistes katangais qui étaient sur le sol zaïrois. Pour les faire partir, le président Mobutu a dû faire appel aux Belges et aux Français. Voilà en tout cas pour ce qui est de cette guerre. Et dans ce roman, comme je disais tout à l'heure, le personnage principal c'est Sœur Marie Gertrude. C'est hyper long de dire tout le temps Sœur Marie Gertrude, on va l'appeler MG. Voilà, Sœur MG. Donc, Sœur MG est le personnage principal du roman et il y a autour d'elle d'autres religieuses, d'autres religieux. Et comme elle est infirmière, elle a un aide d'infirmier avec qui elle travaille à l'hôpital. Elle a aussi des malades avec qui elle est très proche. Bref, ce sont des personnages secondaires qui gravitent autour de Sœur Marie Gertrude, qui écrit, je le signale, à la première personne, bien évidemment, puisque c'est dans son journal qu'elle écrit. Pourquoi Chaba II? Il y a eu la guerre de Chaba I qui a duré un peu plus longtemps que la deuxième guerre. Et cette guerre de Chaba I s'est passée en 1977, si je ne me trompe pas. Enfin, je vais mettre la vraie année, mais je suis sûre que c'est 1977. Et la guerre de Chaba II, elle, a eu lieu en 1978. Et ces deux guerres, on les appelait guerres de Chaba parce qu'elles se sont passées au Chaba. Chaba, c'est l'ancienne appellation de la province du Katanga, qui n'est plus vraiment toute une province parce qu'aujourd'hui, elle a été découpée en plusieurs autres provinces. Donc, je vais vous parler un peu de cette province. La province du Katanga était située au sud-est de la République démocratique du Congo. Cette province avait une superficie de 497 000 km². J'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, la province a été divisée en 4 autres provinces avec la décentralisation. On a donc Tanganyika, Olomami, Lualaba et Okatanga. Voilà. C'est une province qui est très riche en gisements miniers. On y retrouve du cuivre, du cobalt, du zinc et même l'uranium qui a joué un très grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il y a plein de minerais qui sont exploités là-bas, notamment le malachite. Là, je porte un bracelet qui est fabriqué avec le malachite, une matière qu'on trouve justement au Katanga, qui autrefois fut appelée le Chaba. Voilà pour la petite histoire de cette province de la République démocratique du Congo.
Alors, quels sont les thèmes principaux que j'ai pu déceler dans ce roman? D'abord, il y a la guerre, cette guerre de Shaba II. La guerre de Shaba II a eu lieu en mai 1978. Mais tout de suite, quand on ouvre le roman, on constate qu'il y a un décalage. Ici, on a l'impression que la guerre s'est passée en juin. Il y a comme un petit décalage de mois. Et même dans un avertissement au début du roman, l'auteur donne une précision importante. Il dit: du fait du titre, tout lecteur serait en droit de chercher des correspondances entre ce livre et divers récits de Shaba I ou Shaba II. Le contexte géographique, le site de l'action, les communautés religieuses sont réels et pourraient donc donner à certains des raisons de chercher des clés. J'aimerais le dire clairement, ce récit est d'un bout à l'autre un montage sorti de mon imagination et même les plus véridiques des faits ont été passés par l'imaginaire. Il souligne tout de suite qu'en fait, tout sort de son imagination. Mais en lisant et en ayant fait des recherches sur Internet, je me dis que peut-être c'était juste une excuse pour se couvrir. Parce que il parle dans ce roman d'une rumeur qui a bien eu lieu en fait. Dans la vraie vie, cette rumeur sur la guerre de Shaba II a vraiment circulé et cette rumeur est abordée dans ce roman. Alors je me dis, tout sera sorti de l'imagination ou pas? Bref, je vais vous lire un peu cette rumeur, vous expliquer de quoi il s'agit. Je la cherche un peu, elle s'est passée le 17 juin. Je connais le journal de Sœur MJ comme si c'était le mien. Donc, excitation extrême dans toute la ville aujourd'hui. Un commando des gouvernementaux aurait fait la nuit dernière une percée à Manica. Ils auraient repris un bout de quartier et pris, d'après certains, une centaine d'Européens comme monnaie d'échange. D'autres avancent le chiffre de 1000 qui me paraît invraisemblable. Ces pauvres gens seraient amassés comme du bétail dans le stade. Les nouveaux conquérants exigeraient que les Katangais quittent la ville sans condition dans les 24 heures. Autrement, ils massacreraient les otages d'abord, accuseraient les Katangais de ce méfait et reprendraient la ville dans le sang avec le concours et le support de la communauté internationale. Du banditisme pur. Mais cela ressemble assez au pouvoir de Kinshasa. Voilà, une petite pique au pouvoir de Kinshasa qui fait allusion bien sûr à Mobutu. Et cette rumeur qui est évoquée ici a vraiment circulé dans la vraie vie. Alors, cette rumeur n'a jamais été confirmée officiellement, au contraire, elle a été démentie. Bref, dans tous les conflits armés, il y a toujours des zones d'ombre et c'est ce qu'on voit dans le cas de la guerre de Shaba II également. Dans ce roman, il est aussi question de foi. En entrant dans l'intimité de Sœur Marie-Gertrude, on entre en contact avec ses doutes, ses peurs et aussi ses regrets. Alors, elle s'occupait d'une enfant qui était atteinte de leucémie et lorsque cet enfant meurt, on sent, elle ne l'écrit pas directement, mais on sent qu'une part d'elle meurt. Il y a maintenant ces regrets-là face au fait de ne pas pouvoir être mère un jour quant à elle, de ne pas pouvoir porter un enfant. Autre chose, c'est que Sœur Marie-Gertrude évolue dans une communauté, bien sûr, donc elle a une mère supérieure. À un moment, la mère supérieure l'envoie étudier pendant 5 ans pour devenir enseignante. Elle y va, elle étudie, elle revient avec un diplôme d'enseignante, mais la supérieure garde ce diplôme dans un tiroir et lui dit « va travailler à l'infirmerie ». Comme ça, elle a donc passé 5 ans de sa vie pour rien, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et ça a vraiment éprouvé sa foi et son choix. Je sais pas, vous à sa place, dites-moi un peu en commentaire. Vous à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez resté dans la communauté ou pas? Bref, dites-moi en commentaire. Mais elle est restée, elle a été vraiment forte, elle a été fidèle à son choix, fidèle à sa foi. Autre chose concernant la foi qui est abordée, mais de manière un peu plus subtile, c'est le fait que c'est une foi importée. Je le souligne encore, Sœur Marie-Gertrude est une franciscaine africaine qui évolue dans une communauté où la plupart de ses consoeurs sont des religieuses blanches. Ça m'a intéressé de voir comment elle pratiquait cette foi venue d'ailleurs et je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec un philosophe de la RDC, Achille Bembe, qui a écrit aussi pas mal de livres, j'en parlerai peut-être un jour sur ma chaîne ici. Alors je suis allée le voir après une conférence qu'il avait tenue ici à Kinshasa. Je lui ai demandé quel était son avis sur le fait qu'un Africain ou un afrodescendant si vous voulez puisse pratiquer une religion apportée par les colonisateurs. Sa réponse était que
il n'y avait pas de mal tant que la personne s'appropriait cette religion-là et la pratiquait à sa façon. Ça rejoint un peu aussi le fait que le rite zaïrois ait été instauré dans l'église catholique en République démocratique du Congo par le cardinal Malula. Et il y a une phrase dans le synopsis que j'ai pas voulu vous lire, le synopsis spoiler ici. Une phrase qui dit: car ce que paraît ici suggérer Mudimbe, c'est qu'il y a toujours, pour chaque individu, une dimension strictement privée de la religion, y compris quand celle-ci a été importée. Voilà. Donc il y a ce fait qu'il y a une dimension privée de la religion et Sœur Marie-Gertrude la pratique vraiment de manière privée, en oubliant son origine ou comment cette religion est venue à elle. Le dernier des sujets que j'ai pu décortiquer dans ce roman, et pas de moindre, c'est celui du racisme. Alors c'est un sujet qui revient souvent au cours du roman, étant donné que Sœur Marie-Gertrude est l'une des rares religieuses noires de la communauté, et on le sent vraiment à travers des petites piques, des petits regards, des petits gestes. Déjà, lorsque deux sœurs européennes viennent visiter la communauté, elle explique comment elle a vécu ça. Je vous lis l'extrait. Elle dit: dès l'accueil, je me suis sentie mal à l'aise et, à peine assise, je me suis refermée. Je semblais pour elle n'être qu'une curiosité. Notre chère professe africaine. En somme, un objet extraordinaire. Ma longévité au couvent tenait du mystère. Êtes-vous réellement épanouie? Je suis montée dans ma chambre exaspérée. Leur condescendance me parut du coup affreuse. On sent la condescendance avec laquelle elle a été traitée par ces deux religieuses qui la trouvaient un peu comme un objet de curiosité. Alors il y a toujours des petits regards en fait qui viennent constamment lui rappeler qu'elle est noire. Et c'est quotidiennement difficile à gérer. Et même elle l'écrit en ces termes: c'est cela le prix à payer d'être l'une des rares africaines dans une communauté à majorité européenne. Je porte la responsabilité de toutes les folies de mes compatriotes et presque jamais l'avantage de leur générosité. Voilà. Donc on voit que c'est constamment difficile et cette différence de peau se fait sentir encore plus lorsque la guerre éclate et qu'on a affaire aux privilèges blancs. Donc les religieuses blanches et les religieux blancs sont évacués pour rentrer chez eux pendant que les autres restent. Mais il y a une religieuse, Sœur Véronique, qui elle est restée. Par solidarité, elle a refusé carrément de partir. T'avais les militaires qui étaient venus prendre les autres religieuses, qui couraient après elle pour l'attraper et tout, mais elle a refusé, elle était catégorique, elle a préféré rester. Et je me suis dit, les autres aussi auraient pu faire preuve de solidarité. Bien sûr, ça équivalait à risquer leur vie, mais les Noirs aussi qui sont restés, risquaient leur vie du fait d'être restés. Ça aurait été un beau geste de solidarité et j'ai bien aimé l'attitude de Sœur Véronique, même si Sœur MJ qualifie cette attitude d'irresponsable. Moi j'ai bien aimé qu'elle soit solidaire comme ça. Dites-moi ce que vous pensez du fait que Sœur Véronique soit restée. Est-ce que tous les autres auraient dû faire ça ou vous pensez que c'est une inconscience, une irresponsable? Bref, dites-moi. Et en fait, Sœur Véronique pose une question que je trouve vraiment très importante, qui m'a non seulement fait mal mais qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Je vais vous la lire. C'était lors d'une conversation avec Sœur MJ, alors elle lui demande: pourquoi donc la couleur de nos misérables peaux ne cède-t-elle pas devant celle de nos âmes? Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter après cette question. Bref, en tout cas pas grand chose, je n'ai plus grand chose à ajouter. Ce roman est très intéressant, ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur la guerre qui s'est déroulée dans mon pays et ça m'a fait réfléchir sur certaines questions comme la religion. J'ai vu que le roman n'était plus disponible sur Fnac ou sur Amazon. Alors j'ai dû l'emprunter à la bibliothèque de l'Institut français, à la médiathèque. Donc pour tous ceux qui voudront le lire et qui sont à Kinshasa, il est disponible. Je vais le rendre bientôt, je vais le libérer, je ne vais pas le garder indéfiniment. Vous pouvez le lire et je suis sûre que vous allez vraiment aimer, surtout qu'il n'est pas très grand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes viennent la découvrir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour parler d'autres romans où les personnages fictifs vivent leur petite vie avec en toile de fond un événement dramatique qui s'est vraiment déroulé en Afrique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bye!